Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff, avec vous dans ce 22 juillet 2020, lendemain de victoire de l'Impact de Montréal. On s'est fait un bon débrief hier soir, mais je voulais revenir avec vous sur la suite, ce débrief-là et également regarder c'est quoi les options et qu'est-ce qui se pointe pour l'Impact de Montréal et qu'est-ce qu'on doit surveiller finalement pour savoir si l'Impact sera au prochain tour. On était beaucoup hier soir à regarder ensemble le débrief et je sais que c'était tard un peu. Pas moi qui fais l'horaire de la cédule, malheureusement. Donc, on s'est donné rendez-vous hier soir après le match. Il y avait quand même beaucoup de fans qui étaient là avec nous. Donc, merci à tous ceux qui étaient là avec nous hier soir pour le débrief. Je vais prendre le temps de remercier nos Patreons également. Vous pouvez devenir Patreon et contribuer au succès de BBN Media en devenant membre, en vous abonnant finalement à Patreon. Il y a des forfaits à 1 piastre par mois, 3 piastres, 6 piastres, 9 $ également. Donc, vous pouvez contribuer. Je veux remercier ceux et celles qui l'ont fait à venir jusqu'à maintenant. Donc, l'Impact qui s'en sort hier avec une victoire face à DC United. Victoire importante dans les circonstances avec un retour à la formation classique. Faut comprendre que l'Impact avait pas marqué depuis 2018 face à DC United. Donc, on pouvait être en droit de s'attendre à quelque chose d'assez ordinaire comme performance et on n'était pas certain de voir le schéma tactique de Thierry Henry et heureusement, il a fait de quoi de bien. Donc, il est sorti avec un 4-3-3 plus conventionnel. On en avait parlé ici plus tôt cette semaine que si Thierry Henry voulait gagner ce match-là, il devait sortir une formation qui faisait du sens, une formation qui était efficiente, donc avec les bons joueurs aux bonnes places. Et c'est un peu ce qu'on a fait hier. Donc, chapeau. Et c'est le fun de voir l'Impact jouer comme ils l'ont fait hier soir. L'Impact, hier soir, a joué avec calme. L'Impact a joué avec la possession et la construction. Et je lisais aujourd'hui les commentaires un peu partout sur Twitter. La journée a passé vite là, parce que j'avais plein de choses aujourd'hui à faire. On devait avoir le lancement du podcast des gérants d'estrade. On est obligé de repousser un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais vous revenir avec ça un petit peu plus tard. Montréal LFC nous dit Saint-Cy gagne 1-0. Je crois que sans match nul ici, on avance. Alors, c'est un bon départ. Et effectivement, sont en train de gagner. Donc, faut pas qu'il y ait de match nul, mais il y avait 4 scénarios possibles de ce qui pouvait arriver à l'Impact de Montréal et lui permettre finalement de gagner. Il y a un scénario qu'il faut éliminer puisque ça s'est pas fait. Donc, ce qui reste à l'Impact de Montréal pour avancer au prochain tour, c'est 3 possibilités. Il faut une victoire de Vancouver par 2 buts ou moins. Donc, faut pas que Vancouver gagne par plus que 2 buts. Ce qui est le fun, c'est qu'on a prêté du côté de l'Impact un gardien pour 24 heures. Et j'espère qu'on va lui demander de garder les buts et d'en laisser rentrer s'ils prennent trop les devants. Non, c'est pas vrai. Mais l'Impact, donc, qui dépanne suite à la blessure malheureuse de Maxime Crépeau. Mais il faut une victoire de Vancouver par 2 buts ou moins dans le groupe B. Ce match-là est prévu demain matin à 9h. Dans le groupe E, il ne faut pas de match nul entre Red Bull et Cincinnati. Le match est là, est en cours présentement. Merci à Montréal LFC qui nous fait le suivi. Et match demain, 20h. Match nul entre le Dynamo et le LA Galaxy. Ça peut faire la job. Ou encore une victoire du LA Galaxy par 3 buts ou moins. Donc, faut y aller avec un des 3 scénarios-là.
peu importe le scénario qui se réalise, si un des 3 scénarios se réalise, l'Impact avance en 8e de finale. Michel dit, on dirait tellement que ça jouait pour la nulle et puis le but de Cincinnati. Donc, tant mieux. Je vais vous demander de me suivre, ceux et celles qui sont là puis qui sont live sur le match à côté. Ici, j'ai pas accès pour l'instant au match. Donc, continuez de me donner les commentaires et ce qui se passe sur cette rencontre-là. On va voir ça. Ce qui va se passer et on espère donc un des 3 résultats favorables. Mais si jamais il y a match nul ce soir entre Cincinnati et Red Bull, il faudra voir demain matin et demain soir qu'est-ce qui va se passer dans les groupes B et les groupes F. Mais ça regarde bien pour l'Impact de Montréal. La seule déception que j'ai à ce moment-ci, c'est que l'Impact de Montréal va passer avec 2 défaites et un but contre son camp. C'est littéralement ce qui nous a fait passer. Mais par contre, on a une belle progression dans le tournoi de l'Impact. Puis des fois, faut pas voir juste le négatif, mais il faut prendre également tout ce qu'il y a de positif. Et je pense que sincèrement, on a progressé tout au long du tournoi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Impact de Montréal. Et quand je regarde un tweet de Vincent Destouches aujourd'hui, la montée relative, entre parenthèses, en puissance montréalaise se manifeste par un impact physique, technique de plus en plus important dans les duels. L'impact, c'est 39,8 face aux Revs, c'est 50% face à TFC et c'est 54,5 face à DC United. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a progressé tout au long du cheminement que l'Impact a fait dans ce tournoi-là. Donc, ça, c'est un bon signe. Et pour le reste, moi, ce qui était important au début du tournoi, c'était les 3 matchs de la ronde qualificative. Donc, sur une possibilité de 9, on prend 3 points. C'est 33% de la capacité. Est-ce que je suis satisfait? Je suis obligé de vous dire que non. Par contre, je suis satisfait de la progression que l'Impact a fait tout au long du tournoi. Donc ça, pour moi, à mes yeux, c'est une bonne nouvelle. On s'en va dans le bon sens. Et ce soir, j'ai le goût justement d'être positif et j'ai le goût de regarder puis de construire sur qu'est-ce qui s'en vient. Il y a des belles choses dans le clan de l'Impact quand on change notre vision des choses. Cette semaine, je vous ai dit, je vais changer un peu ma façon de voir les choses parce que moi, je voulais des résultats concrets, je voulais des résultats là et je me suis mis à analyser tout ça, et je vous disais finalement, Thierry Henry à la tête de l'Impact en MLS, match régulier, c'est 5 games. On peut pas demander à un coach d'être au fond du tapis et de connaître du succès après seulement 5 matchs en MLS. Donc, faut donner du temps à Thierry Henry d'asseoir et aussi à Thierry Renard, à Olivier Renard, de créer finalement un réalignement des choses. Et quand on regarde tout ça dans son ensemble, ce qui se passe, il y a beaucoup de mouvements à l'Académie de l'Impact où on a aujourd'hui annoncé qu'on tirait la plug sur le U19. Donc, on va passer de U17 à U23. Le gap va être beaucoup moins grand quand on va arriver en MLS. Et le problème présentement, c'est qu'on pousse des joueurs en MLS. Rendu là, on sait plus trop quoi en faire. Hier, j'avais une bonne discussion avec des auditeurs où on se demandait, si tu finis pour Mathieu Chouanière, est-ce que c'est la CPL? Qu'est-ce qu'on fait avec des joueurs comme ça? Et tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec des Anthony Jackson-Hamel qui jouent 5 minutes dans le temps arrêté? Ben, d'avoir une académie en U23, je pense que ça peut aider grandement les choses et favoriser tout ça. Donc, si on regarde avec un peu de recul, on se décolle le nez de l'arbre pour voir la forêt. Depuis l'avenue d'Olivier Renard, est-ce que l'impact est meilleur? Je suis obligé de vous dire que oui. Je pense qu'on a fait des acquisitions qui faisaient du sens, qui faisaient logique.
et qui suit une ligne tracée. Donc, on s'en va dans une direction qui a clairement été établie et je pense que cette direction-là, elle est la bonne. Par contre, il faudra se donner du temps. Il faudra se donner les moyens de nos ambitions et trouver finalement la bonne recette pour y arriver et mettre un lien dans tout ça. Et c'est présentement le problème, c'est de mettre un lien dans tout ça. J'ai fait beaucoup de reproches sur le jeu de Bojan depuis le début de la présente campagne. Hier, quand même une belle prestation pour Bojan, mais clairement, au début du match, on boudait Bojan. Plusieurs belles appels de sa part et personne soulignait ses appels ou offrait finalement de le lancer. Alors, on a senti là une réticence à jouer hier avec Bojan. Ça s'est replacé en cours de match. Mais faut trouver un moyen de faire exploser Bojan. Sinon, il sert à rien. Il faudra malheureusement arrêter de s'acharner, tourner la page et passer à autre chose. Mais content de voir la progression hier de Bojan. Je pense qu'on a vu quelque chose de bien. Il faut juste qu'il joue un petit peu moins en retrait. Il a joué beaucoup vers l'arrière hier. Moi, ce que je veux, c'est un Bojan qui pilote finalement le jeu. Hier, j'aurais aimé le voir avec un Urruti beaucoup plus haut et finalement Kyoto et Orji être beaucoup plus présents pour jouer avec Bojan, mais vraiment les faire jouer vers l'avant. Donc, ça, c'est le point que j'avais sur le jeu de Bojan. Tyler Piette, à mon goût, à moi, hier, en début de match, beaucoup trop lent dans l'exécution. Je pense qu'on est capable d'avoir beaucoup plus de percussion au milieu et c'est ce qu'il faut trouver, un moyen d'exécuter beaucoup plus rapidement. On sent Piette tranquillement, pas vite, devenir à l'aise dans le rôle qu'on lui demande de jouer un petit peu plus vers l'avant, mais clairement, Samuel Piette est un récupérateur, hein, et je pense qu'on l'a vu hier. La force de l'Impact et où ce qu'il faut en profiter, c'est que si Samuel Piette récupère beaucoup plus haut sur le terrain, ben on part de beaucoup plus haut pour la relance du jeu. Donc ça, c'est une bonne chose d'utiliser Piette un petit peu plus haut que sa position de 6 conventionnelle, où on va réussir finalement à créer une relance beaucoup plus rapide et beaucoup plus haute sur le terrain. Donc ça, c'est à l'avantage de l'Impact. J'ai trouvé qu'on l'utilisait très mal hier, Zachary Brault-Guillard, en début de match. On l'a vu presque absent au début du match, alors que Corrales était très haut sur le terrain dans l'autre couloir. Et on l'a vu, hein, le jeu, c'est presque tout joué sur le côté gauche et très haut sur le terrain. Donc, clairement, il aurait fallu que Zachary Brault-Guillard soit en piston beaucoup plus haut sur le terrain, mais ça a donné quand même un bon résultat et un bon match dans l'ensemble pour Zachary Brault-Guillard. Felipe qui se prend un jaune hier, clairement, c'est un carton rouge. Il y a même pas de discussion et je ne sais pas pourquoi qu'on discutait aujourd'hui sur les réseaux sociaux à savoir si c'est un jaune, si c'est un rouge. C'était clairement un rouge. On parle d'un crampon, d'une cuisse, sans aucun geste pour éviter le contact. Et quand même, l'ennemi juré de l'Impact de Montréal, Jozy Altidore, qui vient déclarer sur Twitter, je vous le traduis là, vous faites toujours ce genre de merde et ensuite vous essayez de vous dire désolé. Soyez un meilleur homme, vous pouvez terminer une carrière avec ce type de jeu. Dans le fond, le type d'action qu'il a fait peut mettre fin à une carrière. Vous continuez à le faire année après année. Arrêtez ça. Jouez dur, mais pas de cette façon-là. Et il a identifié Felipe Martins. Alors, wow!
quel beau tweet, quel beau geste de Jozy Altidore, comme je vous dis. Ennemi juré de l'Impact, mais clairement, ça se méritait un rouge. Je viens de le retweeter à l'instant pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu passer aujourd'hui. Mais je pense que vous l'avez tous vu passer. Donc, après 45 minutes de jeu, 1-0 Cincinnati présentement. Donc, il faut voir comment tout ça va se passer. Mais comme je vous rappelle, un des 3 scénarios que je vous ai présentés tantôt se réalise et l'Impact passe en 8e de finale. Ce qui va nous amener avec une confrontation face à Orlando samedi soir. Et ça, c'est une bonne chose parce que Orlando, on se le cachera pas, est pas la plus grosse équipe de la MLS. Est une équipe locale, oui, dans le tournoi, l'équipe hôtesse du tournoi, mais il n'y a pas de foule, il n'y a pas de public, il n'y a pas rien. Alors, je pense que l'Impact est capable de tirer un bon parti de cette rencontre-là et de continuer à progresser. Et passer la ronde qualificative, un coup qu'on arrive en ronde élimination directe, ben, tous les clubs ont une chance de gagner, tous les clubs ont une chance de l'emporter. Parce qu'on peut marquer sur un contre, on peut fermer le jeu tout de suite après et la job est faite. Surtout que dans les conditions actuelles, il n'y a pas de public, il n'y a pas de fans à impressionner, il n'y a pas de tickets à vendre. On n'a pas besoin de voir du beau soccer, comprenez-vous? Ce qu'on a de besoin, ce qu'on veut à tout prix, c'est aller le plus loin possible, c'est sûr. Mais éviter les blessures, ridicule et stupide, un peu comme Felipe Martins aurait pu blesser sérieusement hier un joueur de l'Impact de Montréal. Ça, on veut pas ça. On veut pas non plus une blessure comme Zachary Broguillard qui semblait souffrir là, à la fin d'un long match. Donc, ce qu'on veut, oui, c'est avancer, mais protéger également l'effectif qu'on a en place. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il faut y aller sûr. On peut y aller sur un contre, on marque, on ferme le jeu, on possède la balle, même si ça devient une possession stérile. On s'en bat les couilles. On veut aller chercher la victoire et avancer dans le tournoi, comprenez-vous? Moi, si l'Impact prend les devants, fait une possession stérile, mais se met pas en danger et qu'on évalue finalement comment est-ce qu'on peut contrôler, comment qu'on peut créer des automatismes entre les joueurs sur le terrain, voir la réaction, la chimie, et donner du temps d'instaurer tout ça, ben moi, je pense que l'Impact aura réalisé de belles choses dans ce tournoi-là. Et je pense que là, c'est ce qu'il faut développer au sein de l'Impact. Moi, sincèrement, si je suis Thierry Henry, je poursuis avec ce fameux 4-3-3-là qui nous a donné du succès face à DC United. Donc, je force pas les choses. J'y vais en 4-3-3 et ce que je cherche à établir, c'est des automatismes, une chimie naturelle où les joueurs vont se trouver littéralement sur le terrain. L'autre jour, je parlais avec Rémi et on se disait, Lionel Messi, avec certains gars, peut jouer les yeux fermés, faire la passe et il sait que le joueur va être là. C'est ça qu'il faut bâtir chez l'Impact. On va être rendu là, tranquillement, pas vite, à essayer de bâtir ces automatismes-là, de jouer le give and go, de jouer l'overlap et de savoir que les gars vont être là, vont être aux bonnes places, comprenez-vous? Que ça devienne, OK, passe, on décolle et le jeu se poursuit. À un moment donné, ça devient donc un automatisme et c'est ça qu'il faut créer avec l'Impact de Montréal présentement, c'est ces fameux automatismes-là qui faut voir. Dans toute malgré toute la confiance là, que je vous ai dit que j'ai éprouvé dans le match d'hier, malgré toute la belle performance dans l'ensemble de l'Impact de Montréal, moi je pense qu'une chose qui est importante par contre, c'est qu'il ne faut pas que l'Impact de Montréal oublie de prendre des tirs. L'Impact de Montréal a souvent, hier soir, été pris un peu en retard sur le jeu parce qu'il aurait pu prendre des actions différemment pour essayer de ne pas
se compromettre dans le dernier tiers du terrain, principalement lorsqu'on rentre dans la boxe. J'ai vu à plusieurs reprises hier soir cette fameuse passe de trop là. Donc, il faut, malgré qu'on cherche la possession, on cherche la construction, je pense qu'il ne faut pas quand même délaisser la première intention. Et des fois, cette première intention-là, elle est importante. Et on l'a vu sur le but de Safir Taider, qui finalement a été mis dedans par Brillant. Si Taider prend une passe, il n'y a pas de but, comprenez-vous. Si on veut des buts, il faut des tirs. Et des fois, les tirs, ça va amener un ricochet, ça va amener une déviation, ça va amener plein de choses, parfois loufoques. On l'a vu, le tir de Maxi Urruti, prendre le poteau, sortir. Ça arrive, mais si on veut des chances de marquer, il faut prendre des tirs. Et là-dessus, hier, si un reproche que je peux faire à l'Impact de Montréal, ça va être ça, c'est d'oublier à certains moments de tirer au but. Et ça va être important de le faire. Donc, début très brouillon également en deuxième demi pour l'Impact de Montréal hier soir. J'aurais aimé les voir beaucoup plus stables, beaucoup plus rapidement. Diop qui sauve les meubles à 2 reprises. Et ça, c'est ce qui a manqué à Clément Diop face au TFC. Donc, je suis vraiment content. L'autre point, et tu sais, si on regarde vers où ce qu'on s'en va, fort possiblement que l'Impact va passer en 8e de finale. Jamais je créerais qu'il y a un des 3 scénarios potentiels envisagés qui se réalisera pas. Alors, d'après moi, l'Impact devrait être bon pour passer, là, à moins d'une surprise majeure. L'Impact devrait être de la 8e de finale. Et dans cette 8e de finale-là, comme je vous disais, à partir de là, tout peut être arrivé. C'est 90 minutes, c'est celui qui va être plus en jambes qui va l'emporter. Celui qui va avoir le désir également de vaincre plus que les autres, c'est lui qui va passer au prochain tour. Alors, faudra utiliser à bon escient les changements qu'on a sur le terrain. Et hier, je comprends que Thierry Henry, dans les commentaires d'après-match, a mentionné qu'il a senti que ses gars étaient corrects. Mais clairement, moi je vous le dis, là, clairement, à l'écran, là, à partir de la 70e minute de jeu, on aurait pu en changer quelques-uns parce que on sentait la fatigue. On sentait la fatigue et elle était claire. Et je pense qu'un gars comme Zachary Broguillard, alors qu'on n'a pas, je comprends, de profondeur nécessairement à cette position-là, alors fallait le laisser. Mais peut-être que l'avoir sorti, on sauve une blessure, comprenez-vous? De rentrer Jackson Hamel à 70 au lieu de 90, je pense qu'il peut faire une différence dans le match. Donc, il faut utiliser ces changements-là. On le sait, il fait très, très chaud présentement en Floride. C'est très humide. C'est une saison pour ça. On les a, les 5 changements, là. On a le droit de les faire. Il y a les pauses d'hydratation également lors des matchs. Donc, prenons donc tout ce qui est mis à notre disposition pour garder l'équipe en jambes, l'équipe en santé et connaître du succès. Donc, je pense que c'est la meilleure chose que l'Impact de Montréal peut faire, c'est d'utiliser à profit ces 5 changements. Et hier, selon moi, là-dessus, on ne l'a pas fait. Donc, on va espérer que l'Impact passe au prochain tour. L'Impact qui sera, je vous le rappelle, l'adversaire de Orlando si on se rend au match de samedi. Alors, qu'est-ce qu'on emprunte comme formation? Moi, j'y vais clairement en 4-3-3 encore. Et je touche à peu près à rien de ce qu'on a vu hier. Moi, je pense que la formation qu'on a vue hier est une formation qui est logique. Et sincèrement, si j'avais un changement à faire dans cette formation-là, c'est Maxi Urruti que moi, je pense qu'on pourrait bencher pour donner une chance à Anthony Jackson Hamel. Moi, je pense qu'il a fait des belles choses depuis le début du tournoi et on l'a vu très, très peu de minutes. Donc, tu sais, pour pouvoir dire est-ce que ça vaut la peine ou non,
Faut le voir s'exécuter, faut le voir en action, quitte à le sortir après 45, mais y donner au moins un bon 45. Et je pense qu'il mérite. Et sincèrement, hier, tu retires de la formation, de la titularisation, Maxi Urruti. Est-ce qu'il y a un changement sur le résultat de la game? Est-ce que Maxi Urruti a fait un changement au point qu'on se dise, bon, si Maxi n'est pas sur le terrain, on sort de là, puis on n'a pas cette victoire-là? Clairement, je pense que la réponse est non. Maxi Urruti n'a pas fait la différence dans le match d'hier. Et depuis le début du tournoi à Orlando, je suis obligé de vous dire que Maxi Urruti n'aura pas fait une grande différence au résultat de l'Impact de Montréal. Peut-être qu'il aurait pu la mettre dedans au niveau de la deuxième demi lorsqu'il a pris son poteau, mais il n'a pas fait la différence, clairement. Là, soyons francs, on va se dire les vraies affaires dans cette rencontre-là. Et je pense qu'on a eu des meilleures performances de beaucoup d'autres joueurs hier. Si je devais donner mon joueur du match pour la rencontre d'hier, sincèrement, je pense que j'irais avec Binks. Connu un fort match. Souvenez-vous, au début, on hésitait. Est-ce qu'on y va avec Binks? Est-ce qu'on y va avec Waterman? Clairement, Binks a pris sa place. Binks a mérité sa place également. Alors ça, c'est une excellente chose. Il a gagné du galon, le jeune, 19 ans, et il se développe vraiment très bien. Ça va être une machine dans les prochaines années. Et c'est là que je vous dis, on est en train de construire sur quelque chose de bien, on est en train de construire sur quelque chose de solide. Donc, faut poursuivre dans cette veine-là. Ça va dans le bon sens. Donc, faut poursuivre là-dessus. Est-ce que Raitala a encore sa place dans le 11 de départ de l'Impact de Montréal? Et ça, c'est malheureusement une question qu'on devra se poser dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et j'hésite, sincèrement. Je serais pas prêt à vous dire, malgré qu'il soit capitaine, je suis pas prêt à vous dire que Raitala mérite sa place dans le 11 de départ de l'Impact de Montréal. Cincinnati vient juste de marquer. Merci Montréal LFC. 2-0, 57e minute de jeu. Donc, en deuxième demi, 2-0 pour Cincinnati. Ça augure très, très bien pour l'Impact de Montréal qui devrait, avec ce but d'assurance là à 2-0, 57e, on va attendre. Il est encore tôt dans le match avant de célébrer, mais je pense que ça va clairement donner le coup qu'il faut pour l'Impact de Montréal qui devrait confirmer sa présence en 8e de finale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, gang. On passe, on va y aller en 8e de finale si la tendance se maintient, pour reprendre une phrase bien connue. Mais ça augure très, très bien pour l'Impact de Montréal. Donc ça, c'est merveilleux. L'Impact qui pourrait se qualifier pour la 8e de finale dès ce soir. Et ça va faire un grand bien à cette formation-là. Mais ça va être la question au Twitter de l'émission du podcast de demain. Alors, commencez à y penser. Est-ce que Raitala a encore sa place sur le 11 de départ de l'Impact de Montréal? On se retrouve demain. On devrait être là à 8 heures. Ce soir, on a eu un décalage. Comme je vous dis, on est dans le lancement du podcast des gérants d'estrade. Beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup d'infographies, beaucoup d'ajustements audio et vidéo. Ça nous a décalé pour aujourd'hui. On va essayer de pas en prendre une habitude, mais demain, on devrait être là sur le coup de 20h. Et j'espère vous annoncer officiellement que l'Impact sera du tournoi et de la 8e de finale. Donc, merci à Michel qui a contribué. Merci à Montréal LFC qui a fait un bon suivi avec nous ce soir pour les points de Cincinnati. C'est très, très, très apprécié. Je vous rappelle
que vous pouvez soutenir le podcast BBN sur Patreon en soutenant donc patreon.com/BBN Media. Je vous invite à le faire, que ce soit $1 par mois, $3, 6 ou $9. Vous pouvez le faire à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Je vous invite à le faire et à participer donc à l'essor de BBN Media. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On se retrouve demain, 20h, pour le podcast BBN.